Bonjour YouTube, on est précisément le 13 avril, pile poil une semaine avant l'Epic Enduro, et vu que ça fait 3 mois que je m'y prépare, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de faire une vidéo pour parler un petit peu de la préparation dans tous ses aspects. L'Epic Enduro, c'est une course très connue dans le milieu, mais peu de gens savent réellement ce qui s'y passe. Donc vu que ça va être ma première participation, je vais essayer de détailler un petit peu toutes les expériences que j'ai pu acquérir pendant cette préparation, et puis tout ce que j'ai mis en place pour que ça se passe le mieux possible. Mais qu'est-ce que c'est l'Epic Enduro ? Pour résumer, l'Epic Enduro elle a été créée en 2014 et elle a pour but d'être la course d'enduro la plus dure au monde. Donc son format c'est comme une course d'enduro classique sur une journée, avec des spéciales chronométrées et des liaisons, mais en version triple monstre et sur un terrain particulièrement extrême. Pour l'édition 2025, il y a 3 chiffres principaux à retenir, c'est 130 km, 4500 mètres de D+, et 14 spéciales. 14 spéciales, ouais. Donc pour permettre de se rendre compte, je me suis amusé à faire des petites comparaisons, par exemple avec les Coupes de France d'enduro qui elles ont lieu sur 2 jours. L'année dernière, pour les meilleurs, les chronos allaient entre 26 et 41 minutes, là où Albin Cambos, qui a gagné l'édition 2024 de l'Epic Enduro, a gagné avec précisément 1h17 de chrono cumulé sur la journée. Donc si on fait nos petits calculs, on se rend compte assez facilement que ça fait entre 2 et 3 fois le temps cumulé de chrono, mais sur une journée au lieu de 2. Et la dernière petite comparaison qu'on peut s'amuser à faire, c'est avec un run de méga avalanche, qui pour les meilleurs va durer 45 minutes, qui est à peine plus de la moitié d'une journée chrono cumulée sur l'Epic Enduro. Mais donc toutes ces stats, c'est bien beau, mais je me disais, bon, 130 km, 4500 mètres, certes ça fait une grosse journée, mais c'est atteignable. Et c'est vraiment en allant sur place que je me suis rendu compte du chantier que ça allait être et de l'ampleur de la course. Et bon, ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Waouh. Donc là on est sur l'aspect 14, la dernière. 120 bornes, 4005. Et on s'envoie ça. Mec, c'est juste du vélo. Là, on fait du vrai vélo de montagne, quoi. Et oui, mon grand, tu t'attendais à quoi? Évidemment que c'est du vrai vélo de montagne. Mais pas que, faut aussi avoir quelques compétences un peu spécifiques pour cette course. Et du coup, avec Glenn, on s'est amusé à les lister pendant une des liaisons. Oh, c'est super fun. On dit la liste là. Alors, je sais faire 300 noses en une journée sans ETB. Je sais manger un petit déj à base d'avoine sec et de beurre de cacahuète à 4h du matin. Je ne sais plus faire la différence entre de l'eau et du soda. Et je sais me relever d'un buisson avec une crampe dans chaque jambe. Bon, maintenant qu'on sait tout ce qu'il faut savoir faire pour préparer un épic, je vais parler un petit peu de la préparation et je vais découper en 3 thématiques. Donc la première, ça va être l'entraînement, que ce soit physique ou technique. La deuxième, ça va être le petit point matos. Et le troisième, ça va être les petits conseils, la préparation d'avant-course. Module d'entraînement chargé. Entraînement niveau 1. Producteur, Stratega. Et sélectionné en niveau de difficulté. Niveau de difficulté avancé. Toujours dans l'œil du cyclone comme Sergio Busquets. Va falloir plus de zéro pour nous débusquer. Et oui, comme on peut s'en douter, pour arriver prêt à une course comme ça, faut arriver en forme. Et pour arriver en forme, faut s'entraîner. Mais l'entraînement, ça prend beaucoup de temps. Donc vu que cette année, je suis en 3e année d'école d'ingénieur à l'INSA de Strasbourg, le plus gros défi, ça a été de trouver la bonne part, le bon équilibre entre l'entraînement et les cours. Et vu que moi je suis pas coach et que mes compétences sont assez limitées dans ce domaine, j'ai fait appel à un ami à qui je fais entièrement confiance. C'est Baptiste Bachelet, avec qui j'ai participé à pas mal de Coupes du Monde l'année dernière et qui fait ses études en STAPS sur Strasbourg. Étape 1 de la préparation, ça a été de cibler quelles qualités il fallait avoir pour réussir cette course et donc comment les mettre en place. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal discuté, j'ai essayé de filmer une de nos discussions, mais ça part un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas tout qui est toujours clair. Donc j'ai essayé de garder quelques moments intéressants, puis après je fais un petit récap point par point, dans l'ordre de comment on a mis en place cette préparation. Je savais comment préparer une course d'enduro normale, et du coup je me suis questionné sur qu'est-ce qu'il faut rajouter et modifier pour pouvoir concilier le fait d'être performant au max sur chaque spécial, et le fait de pouvoir tenir sur toute la journée le pédalage, donc de réussir à arriver aux barrières horaires, etc., de finir la journée. Et donc là, du coup, on a beaucoup plus mis l'accent sur la longueur, sur l'endurance, sur ce qu'on appelle la durabilité. Et en gros, la durabilité, c'est ta capacité à faire un effort après un long effort en endurance. Par exemple, tu vois, si t'as ta puissance maximale sur genre 5 minutes, tu fais une sortie de 4 heures, tu refais ta puissance maximale sur 5 minutes après une sortie de 4 heures en endurance, et tu vois la différence avec la puissance max quand t'es frais, tu vois. La différence entre les deux, c'est un indicateur de la durabilité en gros. L'objectif, c'est de travailler de la puissance et de l'explosivité sur l'épaulé jeté, de la force maximale sur du squat, donc sur des séries très courtes pour les 2 exercices, des exercices de renforcement, chaîne postérieure avec du soulevé de terre jambes tendues, un petit peu de pliométrie. Ouais, ça, je pense que c'est intéressant d'en parler.
dans les 2 ou 3 séances de muscu. Donc ouais, il y a souvent les 2 gros blocs, c'est une séance bas du corps, une séance haut du corps. En général, c'est un jour bas du corps, un jour haut du corps. Ouais. Et autour de ça, on rajoute du gainage et des avant-bras. Ouais. Il y a il y a une partie de la séance qui est dédiée aux avant-bras. C'est ça. Avec différents exercices pour travailler, que ce soit le grip ou la résistance à... Ouais, donc du coup, ce qu'on appelle grip, c'est genre ta capacité à serrer très fort. Ouais. Pour pouvoir mettre le guidon où tu veux et pour pouvoir résister à des impacts, etc. quand tu vas dans un trou, ci ou ça. Et puis la résistance, c'est sur traiter tout ce qui est les douleurs dans les avant-bras au fur et à mesure de la spéciale, quoi, pour tenir les spéciales longues, surtout plus pour les pics. Voilà, que ça va être super cassant, cailloux, ça va taper. Oh, je vois plus rien. Ok, donc là on a mangé une belle plâtrée de pâtes, on a bien discuté, mais il n'y a pas encore tout qui est clair sur la préparation. Donc le plus simple, ça va être de faire dans l'ordre chronologique. La saison 2024, elle a fini fin octobre. Et donc à partir de là jusqu'à décembre, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment couper l'entraînement, continuer à faire du vélo, mais plus de salle de muscu, uniquement du dirt pour le plaisir, travailler sur d'autres projets comme le Tour du Mont Blanc et reprendre les choses tranquillement en janvier. Bam, maintenant il reste que 3 mois et c'est là que Baptiste entre en jeu avec son plan d'entraînement. Donc on a différencié 2 choses, d'un côté la muscu et de l'autre côté la préparation plus vélo. Donc côté muscu, 3 mois, c'est pas suffisant à être complètement prêt, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un travail pour le reste de la saison et qui sera pas le travail optimal au 20 avril, mais qui sera déjà un travail qui sera bon à prendre. Et de l'autre côté, la partie vélo. Et là, ce qui est intéressant à détailler, c'est plutôt les 3 blocs sur le vélo. Un bloc, c'est constitué de 3 semaines où on a tendance à monter un peu en intensité, et ensuite une semaine de décharge pour assimiler tout le travail qu'on a fait et se reposer. Donc vu qu'on a 3 mois, on a fait 3 blocs. Donc voilà, ça c'est l'organisation globale des 3 mois qui ont précédé la course. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de parler aussi d'une semaine type pendant ces 3 mois, donc ma petite routine qui me permet d'être calé entre les cours et les entraînements. Donc en général, on commençait le lundi, pas trop difficilement, par une journée de repos. Ensuite, mardi, c'était séance jambes plus le bloc avant-bras et abdos. Mercredi, c'était séance route, à peu près 2 heures avec les exercices, donc des intensités, de la force ou autre. Le jeudi, on enchaînait avec séance haut du corps, avec toujours avant-bras et abdos. Vendredi, c'était encore séance route, comme le mercredi. Ensuite, arrivait le week-end, là où je pouvais enfin sortir le vélo d'enduro. Donc samedi, en général, c'était sortie demi-journée, classique enduro, parfois avec quelques exercices. Et le dimanche arrivait notre petit jeu de l'hiver qui a été la quête aux 3000 de dénivelé positif en une sortie. Donc voilà, ça c'était un prétexte qu'on a eu pour rouler toute la journée. C'était pas tous les dimanches, c'était quand il y avait le temps, mais l'idée c'était de faire des sorties un peu longues. Donc voilà, dans l'ensemble, mon hiver a ressemblé à ça, à base de quand même pas mal d'heures sur le vélo. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de me sentir plutôt en forme, avec un week-end à Finale Ligure, quelques week-ends shuttle, des petits trucs comme ça pour se sentir mieux sur le vélo. Et maintenant, point matériel. Et pour faire le point sur le matériel, quoi de mieux qu'un bike check. Bon, et cette année, j'ai la chance de rouler pour la marque écossaise Deviate. Donc le vélo que j'ai, c'est le Claymore en taille XL et en 29-29. Côté débattement, sur le Claymore, on a la possibilité de rouler en 170 ou 180 mm. Donc moi j'ai monté une ZEB en 180 mm et derrière 165 mm de débattement. Mais ce qui est vraiment intéressant à aborder, c'est la suspension avec le point de pivot haut. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les Deviate et maintenant sur pas mal de bikes qu'on croise sur les courses et sur les événements enduro. Donc je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant à aborder et pour ça je crois que j'ai la bonne personne, juste à passer un coup de fil. Maël, qu'est-ce qu'il veut? Yo, Ouais, Plévi. t'as dit quoi? En forme et toi? Bah ouais, hein. Vas-y, dis-moi. Ouais, alors attends, bouge pas. Je te mets dans le bon sens. En gros, j'étais en train de faire un bike check de mon nouveau vélo et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de rentrer un peu plus dans les détails du point de pivot. Alors directement, j'ai pensé à toi. Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus, ce serait vraiment énorme. Oui, les cinématiques à pivot haut. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo dédiée à ce sujet et qu'il faudrait que je la fasse en fait. Mais alors attends, vas-y, je me mets en place. Laisse-moi me chauffer. Tu dois avoir l'habitude des mono-pivot, split pivot, point de pivot virtuel, si tu regardes mes vidéos en tout cas. Bah, si tu t'en souviens pas, c'est pas très grave parce qu'en fait un point de pivot haut, c'est pas un nouveau type de cinématique, c'est simplement la position de ce point de pivot qui va être beaucoup plus haut que d'accoutumé. Et ça, tu vois, tu peux le voir sur ton Deviate parce que c'est un mono-pivot et le point de pivot il se trouve juste là, caché derrière cette petite roulette. Donc ça, c'est beaucoup plus haut que d'habitude puisqu'en général sur un mono-pivot, le point de pivot il est au niveau du plateau. Donc là, tu es beaucoup plus haut et tu vas avoir tout ton triangle arrière et donc ta roue arrière qui va tourner autour de ce point de pivot.
Mais avant que je t'influence, dis-moi un peu ce que tu ressens sur ton vélo. Eh bien, côté sensation, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué pendant les premières prises en main. La première, c'est dans les parties un petit peu fluides, un peu pump track, où il faut bien pomper. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je pompe au bon moment, le vélo a tendance à vraiment bien accélérer. Tu me diras, c'est le principe de pomper, mais j'ai l'impression que c'est un peu accentué depuis que j'ai ce vélo-là. Et la deuxième chose, je dirais que c'est plutôt dans les parties défoncées comme les Rock Garden. En plus d'être confortable, j'ai l'impression qu'il a tendance à accélérer ou en tout cas à garder la vitesse au lieu de buter contre les cailloux. Donc voilà, est-ce que la science peut valider ces deux ressentis que j'ai eus sur le vélo? Ouais, ça me paraît cohérent en fait, tu vas voir. Regarde ce qui se passe quand une pierre va venir attaquer ton pneu avant. Elle l'attaque pas par en dessous, elle l'attaque par devant, ce qui crée une résultante des forces qui est pas verticale ni horizontale, mais un peu inclinée. Et du coup, ça paraît cohérent d'avoir une fourche elle aussi inclinée pour pouvoir absorber vraiment toutes les composantes des forces que prend la roue avant. Le problème de la roue arrière sur les pivots, disons classiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un pivot haut, c'est que sa trajectoire, elle est quasiment toujours presque verticale, quoi. Du coup, ça absorbe bien tous les chocs verticaux, mais pas ceux avec une inclinaison et donc tous les pierriers et les roches. C'est-à-dire que forcément, cette force-là, tu vas te la prendre quand même. C'est quoi? C'est le cadre qui va la prendre, c'est le bonhomme qui va la prendre et tu vas perdre de la vitesse. C'est là où le pivot tente, en plaçant le pivot beaucoup plus haut, de créer une roue arrière qui va avoir une trajectoire qui va partir vers l'arrière, qui va s'éloigner du triangle avant. Un peu à l'image de la roue avant qui, elle, se rapproche du triangle avant, mais surtout qui a une inclinaison qui permet en fait de prendre un maximum de choc et de l'envoyer dans l'amortisseur et non pas dans le reste. Ce qui fait que, effectivement, comme tu dis, tu vas avoir un vélo qui va avoir tendance à prendre de la vitesse là où d'habitude tu as l'impression que ça va te ralentir. Et tu dis aussi que dans le pump track, dans les parties un peu pump track, tu as le vélo qui veut prendre de la vitesse. Ça, je pense que c'est... Toi, tu es en train d'appuyer sur ta roue arrière au moment où ça redescend et tu as ton triangle avant qui veut partir devant et tu as vraiment la sensation que ça veut avancer. Ok, trop bien. Ça m'aide à comprendre un petit peu mieux ce que je ressens sur le vélo. Mais par contre, j'ai encore une petite question. À quoi elle sert cette poulie, cette roulette en plus sur la transmission? Ah oui, la fameuse poulie dont on n'a pas encore parlé. Bon, avec cette roue arrière qui s'éloigne du triangle avant, on a réglé un problème, mais on en crée un nouveau. Parce que ça veut aussi dire que la cassette va s'éloigner du plateau. Le problème, c'est que la chaîne, elle est pas élastique. Et donc, le brin de chaîne supérieur, là, il va se passer quelque chose. Quand la roue arrière s'éloigne, elle va tirer sur le plateau. Et du coup, tu vas avoir les pédales qui vont repartir en arrière. Ça, c'est si t'es pas solide. Si t'es solide, tu vas empêcher ça. Et du coup, la chaîne, elle va se tendre. Et la suspension, la cinématique, elle va se bloquer. C'est ce que j'explique dans la vidéo sur le kickback. C'est du kickback. Et le problème, c'est qu'avec les pivots, t'es vraiment coincé à ce niveau-là et t'es obligé, en fait, de rajouter une petite roulette et de la positionner au bon endroit, de sorte que tu as plus cet effet-là. Donc, tu vas plus avoir de problème de kickback et tu peux en plus bien la positionner pour avoir une bonne efficacité au pédalage, c'est-à-dire en maîtrisant l'anti-squat. Donc ça solutionne tous les problèmes et c'est à ça qu'on reconnaît un pivot haut. Certains diront, ouais, il y a des pivots moyennement hauts. Dès que tu as une poulie, on parle de pivot haut et puis voilà, c'est réglé. Ok, ça a du sens. Puis en plus, c'est bien expliqué, donc ça m'a clairement bien aidé à comprendre. Mais par contre, jusque-là, ça ressemble à une pub déguisée. On a l'impression qu'il n'y a que des avantages. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients, des points un peu négatifs à ce point de pivot? Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup d'avantages. Des inconvénients, il y en a. Mais bon, c'est tout ce qui tombe sous le sens. C'est-à-dire que tu as un vélo un peu plus complexe. Avec ce chemin de chaîne et cette poulie, tu perds un petit peu en rendement. Il est un peu plus lourd et il faut surtout bien l'entretenir. C'est-à-dire que si tu entretiens bien la chaîne et les roulements, en vrai, ça fait quand même pas mal d'avantages. Ok, donc si vraiment les gros inconvénients, c'est pas vraiment un souci pour moi. Je suis pas à 500 grammes sur un vélo où j'ai un pneu en DH casing à l'avant et à l'arrière, en plus d'une mousse avant et arrière. Et pour le reste, je verrai à l'usage. J'ai eu que des bons retours des personnes qui ont des vieilles depuis un peu plus longtemps que moi. Donc ça, je t'en dirai des nouvelles. Ouais, non, mais là, t'as un bon vélo, t'as une belle arme. Après, si je veux préciser un petit peu plus les choses, un pivot haut, ça s'accompagne très souvent d'un anti-rise élevé. Et alors ça, c'est une caractéristique, c'est pas un avantage ou un inconvénient. C'est juste que j'ai vu sur le site de Deviate que ton vélo, il avait un anti-rise entre 120 et 130%, et ça se traduit par un vélo qui, au freinage, va avoir tendance à squatter. Il va s'affaisser un peu de l'arrière, ce qui est pas mal parce qu'en fait, il va compenser le transfert de charge et il va éviter que la fourche plonge bêtement. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, la contrepartie, c'est que tu as un amortisseur qui va se figer, qui va être contraint. Et du coup, si tu freines dans des racines ou dans des trous, normalement, tu vas te sentir un petit peu plus secoué. Je vais te dire un truc, Loïc Bruni, il a un anti-rise très faible. Amaury Piron, il a un anti-rise beaucoup plus élevé.
Les deux se battent sur le toit du monde à quelques dixièmes de seconde, donc comme je dis, c'est plus une caractéristique qu'autre chose. Je pense que tu es prêt pour les pics, même si on n'est jamais prêt pour les pics. Je te souhaite juste bonne chance. Ciao. Bon, mais ça, c'est clairement ce que j'appelle un coup de fil efficace. Merci à Lévi pour son temps. C'était vraiment intéressant. Je pense que maintenant, on va pouvoir passer rapidement un bike check sur les composants principaux du vélo et surtout pourquoi ces choix pour ma saison et plus particulièrement pour cette course qui est l'Epic Enduro. Mais avant toute chose, il me paraissait très important de remercier tout particulièrement Gembikes et Espacycle, qui sont les deux magasins qui me soutiennent depuis maintenant 2 ans et qui me permettent de toujours rouler avec du matos en bon état et du matos de bonne qualité. Donc maintenant qu'on a passé en revue le cadre, on va pouvoir passer aux composants. Donc la fourche, comme je l'ai dit, c'est une Zeb Ultimate en 180 mm de débattement, avec la cartouche chargeur 3.1. Elle sort fraîchement de chez Gembikes, qui donc m'a fait le premier entretien après les premières heures de roulage. Changement de joint, lubrification, bref, tout ce qu'il faut pour avoir plus de sensibilité et moins en prendre dans les bras ce week-end. Également, petite nouveauté, ils m'ont gonflé la fourche et l'amorto à l'azote. Donc voilà, c'est un petit test, on va voir ce que ça donne. C'est censé limiter l'échauffement et donc la friction sur le long terme. L'amortisseur, un RockShox Vivid Ultimate. Donc après les suspensions, je pense qu'on peut passer au freinage. Donc ça fait 3 ans que je roule avec les mêmes freins. C'est les Ace Dominion A4. Niveau performance, c'est le top. Très peu d'entretien à faire. Une purge, ça peut se faire sur un parking juste avant une course. Il n'y a aucun souci avec ça. Juste changer 2 à 3 fois les plaquettes par an. Pas beaucoup plus. Autre point important, je pense que c'est les roues. Ça fait 2 ans que j'ai la chance de rouler sur des Envy, donc grâce à Gembikes et Espacycle. Cette année, encore plus de chance, c'est les nouvelles M9 Pro, donc toujours les roues de DH. Et ça, c'est vraiment game changer. Ça faisait 2 ans que je cassais 4 ou 5 roues arrière par an. L'année dernière, j'ai quand même réussi à casser une Envy, mais j'ai vraiment cherché. Et petite amélioration cette année, Max, le mécano d'Espacycle, m'a acheté un tensiomètre. Et donc après chaque sortie, le premier mois, je refaisais ma tension nickel et la roue ne bouge plus du tout, même après 3 jours à reconnaître l'Epic Enduro. Donc ça, c'est clairement un kiff. Pour continuer sur le train roulant, je pense qu'on peut parler des pneus. Donc là, j'ai mis le combo classique qui est Cryptotal front, Cryptotal rear derrière, en carcasse DH, ultra soft devant, soft derrière. Donc voilà, ça c'est le combo un peu passe-partout. Pour rouler par chez moi dans les Vosges, j'ai tendance à mettre un Argotal devant ou sinon c'est pour les conditions humides. Autre gros point, on peut parler de la transmission. Effectivement, je suis pas en SRAM T-Type. Donc il y a plusieurs raisons. La première raison, ça va être le budget. Pour un broyeur de dérailleur comme moi, la chape, elle va casser aussi rapidement sur un T-Type que sur un XT. Et au prix de la chape sur un T-Type, je peux racheter un XT facilement. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que je suis capable d'oublier de charger mes batteries avant une course. Donc voilà, un petit mix de tout ça fait que je suis très bien sur du XT. J'ai toujours un dérailleur dans la caisse, j'en aurai même un dans le sac à dos pour l'Epic Enduro. Et bien réglé, ça marche. Donc voilà, ça c'est pas plus mal. On peut passer ensuite à un nouveau point cette année qui est la tige de selle One Up en 240. Donc ça fait 1 an que je roule avec la selle un peu trop basse pour pas avoir à changer la hauteur avant les descentes. J'ai pas eu mal au dos, j'ai eu de la chance, mais bon voilà, cette année, 240, plus de galère, la selle est tout en bas. J'ai la place pour piloter en descente et je peux remonter avec la selle à la bonne hauteur. En parlant de la selle, nouveau partenaire cette année, c'est Ergon. Donc voilà, ça c'est la selle SM Enduro avec les rails en titane. Pour avoir roulé avec et sans cuissard, j'ai jamais eu de soucis, même pendant mes sorties à la journée cet hiver. Et dans le même thème, les poignées. Donc moi je roule les Ergon GE1 Evo. Les classiques, pas les fat. J'ai pas encore essayé toutes leurs poignées, mais celle-là je l'ai roulée déjà l'année dernière alors que c'était des poignées usées qu'on m'avait données. Et elle m'avait fait quasiment toute la saison. Donc voilà, maintenant que j'ai des poignées neuves, c'est vraiment un kiff et je pense pas avoir besoin de changer 50 fois dans la saison. Et pour en finir avec le bike check, dernier petit point spécifique à ce week-end, c'est le retour du cintre en alu en 31.8. J'ai roulé un Carbon One Up en 35 mm tout l'hiver. Mais clairement, c'était beaucoup trop rigide pour tous les cailloux qu'il y a dans le carreau. Donc voilà, retour du cintre en alu 31.8. Parfait, on a fait le tour du vélo. Maintenant, on va essayer de passer à tous les aspects qui concernent la course en elle-même. On y vient. Point très important et à ne pas négliger pour la première boucle qui commence de nuit, c'est l'éclairage. Alors, sur les conseils de Glenn et un peu sur mon expérience de l'année dernière, je suis parti sur un éclairage sur le casque de 1600 lumens, donc un peu de hauteur pour éviter de faire des trop grosses ombres au sol. Donc ça, ce sera l'éclairage principal avec une batterie déportée, voilà, directement fixée sur le support GoPro. Et sur le guidon, on part sur 2 lampes de 600 lumens chacune. Pourquoi 2 lampes? C'est assez simple, il y en a une qui va éclairer juste devant et une un peu plus loin.
Donc voilà, avec ça, je pense être bien pour la première boucle, en tout cas pour les plusieurs spéciales qu'il va y avoir de nuit. Et c'est vraiment important à ne pas négliger, je pense, parce qu'il y a de nombreuses secondes à perdre si on n'arrive pas à rouler de nuit. Donc le but du sac à dos, ça va être d'être autonome pendant une boucle entière, donc que ce soit en termes de mécanique ou en termes de nutrition. Donc pour la mécanique, il va y avoir la classique multi-tool, pompe, chambre à air, le petit couteau pour le saucisson, on sait jamais. Ce que je rajoute en plus pour les pics, ça va être un dérailleur et une chaîne. Donc faut pas que j'oublie de la recouper à la bonne longueur. Mais des retours que j'ai eu, une petite casse mécanique, une chaîne cassée, une crevaison, c'est pas dramatique. Sur une journée, ça va arriver à tout le monde. Donc voilà, il vaut mieux avoir ça pour pouvoir repartir à la spéciale d'après plutôt que de devoir en finir là et finir sa boucle. Maintenant, point très important, la nutrition. Le premier conseil à appliquer, c'est de manger de tout et beaucoup. Donc pendant les longs efforts, je vais manger du salé, du sucré et en grosse quantité. Donc voilà, je suis pas un exemple là-dessus. Il y a peut-être des gens qui sont plus fragiles au niveau de l'estomac. Moi, j'ai pas trop de soucis à manger un gel pendant 10 heures d'affilée. Bon ben là on vient d'arriver à Olarg en mode camping avec le copain Glenn MacArthur. Donc on est là quelques jours pour s'habituer un petit peu au terrain, faire quelques réglages, voir un petit peu les passages à repérer. Oh, à la fin, faut pas s'enflammer, hein. On est bon, va. C'est vrai? Non. Et là, ça glisse? Oh, 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 je suis terrorisé. Oh. Oh. Là, je pense que on peut se permettre de faire un premier petit retour. On vient de finir la boucle 1 avec Glenn. Et bah, je me suis rendu compte de plein de choses. En vrai, c'est vraiment intéressant de venir. Je vois pourquoi je suis venu rouler, quoi. Et donc là, j'ai pu commencer à faire les premiers petits ajustements. Mais il y a plein de trucs en fait. Typiquement là, je vais bouger mes cales. J'avais les cales qui étaient assez devant. Je vais les reculer au max parce que je commençais dès l'aspect 2 qui est un peu longue à avoir mal au mollet. Donc tu vois, premier détail, ouais, les cales en arrière. Sur le vélo, j'ai remis setting de base prévu par le constructeur, par RockShox. Et je vais essayer de réadapter parce que vraiment dans les Vosges, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, pour éviter d'avoir mal au bras. Pression des pneus, peut-être à ajuster un peu. Là, j'ai pas encore fait trop attention à ça. Ça va être mousse avant-arrière, que je corde derrière, slicey devant. Pneu DH avant-arrière, pas le choix. Il y a une différence, je pense, vraiment entre le faire en mode course et finir les pics. Et en mode course, c'est un vrai défi, quoi. Je sais pas à quel point on peut s'en rendre compte en vidéo, à quel point c'est possible de mettre en avant ça. Mais c'est vraiment chaud. Mais c'est vraiment cool d'être avec Glenn qui a de l'expérience là-dedans pour préparer au mieux ça, quoi. Pendant une semaine, tu te lèves tôt juste pour être un peu calé. Moi, je suis un peu couche-tard, lève-tard. Juste pour avoir un 22h30, 7h, quoi. Ouais. Rien que ça, c'est la base. Et après, en plus, moi, j'avais rajouté où je décalais 30 minutes tous les jours. À partir de 10 jours avant. Ouais, 10 jours avant pour avoir sympa. Et je crois l'année dernière, avant la course, j'avais déjà dormi 7 heures, tu vois. Ouais. Alors que si t'es tout stressé à faire ton sac, ouais, c'est ça. machin, tu te couches à 23h30, tu te réveilles à 4h, 3h. T'as la tête dans le cul. T'as dormi 4 heures. Et surtout, moi, dès que je me levais, je prenais mon petit déj. Ouais. Les premiers jours, ouais, tu te forçais. T'as pas faim du tout. Ouais. Et à la fin, tu travailles ta faim. Et ça fait que ça décale un peu tes courbes hormonales. Et tu te prends pas la bite fringale à 8h30. Ouais, ça. C'est l'heure du petit déj, tu vois. Ouais, ok. Ton petit déj, c'est à 5h quand tu te lèves. Et après, t'es tout à l'envers. Hein. 5 jours avant, je dis pas t'as pas le droit d'avoir faim, mais si, tu peux vraiment charger en glucides musculairement et tout, quoi. Ouais. Bouffer des pâtes vraiment al dente, de la betterave, genre pas trop de viande, pas trop de fibres. Pas trop de fibres, il m'a dit Baptiste. Pareil, toi, de connaître un peu la boucle, même sans avoir fait toutes les spéciales, juste d'avoir bien lu les briefs et tout. Tu as des cases à cocher, tu sais. Ouais. Là, tu vois, clairement, boucle 1, première liaison il y a 2 heures, t'en branles, l'aspect 1 elle est courte, t'arrives en bas de l'aspect 2 qui est un gros morceau, hop, une petite, t'as coché une case, moi ok, c'est là, c'est fait. Tu remontes, là c'est court, t'as la dernière de la boucle 2 qui va être longue encore, hop, un petit checklist.
Attention les yeux, nous sommes précisément vendredi après-midi et c'est une fierté immense d'avoir été quelqu'un d'organisé pour la première fois de ma vie. Donc on va faire dans l'ordre. Premier tiroir, on a tout ce qui est lampe, GoPro, montre, etc. Deuxième tiroir, toute la nutrition. Donc là on a les barres, gel, boissons, etc. Hop, troisième tiroir, on a 3 maillots longs, 3 maillots courts, les sous-maillots pour mettre sous la dorsale, 3 shorts, 3 pantalons, 3 cuissards, 4 paires de chaussettes. C'est énorme. Ensuite, la blinde de gourde. J'ai déjà rempli de l'eau pour éviter d'aller en chercher à la fontaine. 3 genouillères, enfin 3 paires de genouillères, 3 paires de gants, 3 vestes, tout ce qu'il faut pour le ravito, à savoir madeleine, bonbons, cacahuètes, coca, sneakers, tout ce qu'il faut. Bam, le casque est déjà équipé de la lampe. Donc casque intégral, ça c'est tout pour mettre dans le sac à dos. 2 masques, dorsale, 2 sacs à dos. On verra les préférences de conditions, gros sac à dos, petit sac à dos. Le vélo est déjà prêt, ça c'est clairement énorme. J'ai presque honte d'être autant organisé. Ça m'était jamais arrivé. On est quasiment une semaine après la course. Là, je suis encore fatigué de l'épreuve la semaine dernière. Plaque 6, je m'étais dit en la récupérant, si je fais mieux que la plaque, c'est énorme. Et au final, deuxième. On était une belle équipe voilà, à se battre pour le podium, pour les 3 premières places. Donc je suis vraiment content d'avoir réussi à mettre tout en place, surtout à la fin. Donc là, on peut le voir sur mon ticket de course. Au début, j'étais plus ou moins bien, assez serein, mais j'en mettais pas trop. Et sauf que deuxième boucle, les résultats sont pas déplorable, mais je me suis fait vraiment beaucoup de secondes. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc qui a vrillé dans mon cerveau. Troisième boucle, je pense que je suis rentré vraiment dans un état de flow, comme on dit. Et là, j'avais l'impression qu'il pouvait rien m'arriver, quoi. Je roulais comme si j'étais complètement frais, plus vite même que pendant la première boucle. Debout sur toutes les relances, interdiction de monter la selle. Et même en descente, voilà, vraiment un feeling sur le vélo. Je roulais à la limite et il m'est rien arrivé en 5 spéciales. Voilà, vraiment, vraiment content de ça. C'est ce qui m'a permis de gagner quasiment toutes les spéciales de la dernière boucle. Donc voilà, il n'y a pas eu le chrono de toutes, il y en a qui ont été reportés à cause de la pluie la veille. Ça c'est un petit point aussi, on a eu de la chance la veille pour les e-bikes, c'était pas drôle. Hein. Grosse brume, gros vent, énorme pluie. Heureusement on a réussi à faire le petit shooting pour le bike check, pour poster avec Deviate juste la veille de la course. Mais voilà, vraiment pas drôle, ça mettait un peu la pression pour le lendemain. Mais au final, ça s'est assez bien écoulé, là-bas la terre elle est pas trop boueuse. Donc on s'en est vraiment bien sorti niveau météo, on a même pu sortir le t-shirt en fin de journée. Donc voilà, ça c'est les points principaux, vraiment, vraiment content, fier de ce que j'ai pu proposer. Un grand merci à l'organisation qui a préparé 14 spéciales aux petits oignons, pas une branche qui traîne, pas un caillou en trop, il y en avait déjà suffisamment assez. Mais donc voilà, franchement, je pense que quand c'est bien fait, il faut aussi le dire. Et voilà, sacrée première expérience sur cette course de légende, l'Epic Enduro. Très content de ce qui s'est passé. Rouler jeunesse.